Madame la préfète, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le maire, cher Bernard, mesdames et messieurs les membres du bureau du Grand Dax qui sont avec moi ici sur scène, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs, symboliquement, j'ai tenu à ce que ces premiers vœux de la mandature du Grand Dax se tiennent ici, à Sieste. À Sieste qui a vu s'engager, il y a 52 ans, pour la première fois, un jeune homme dans le conseil municipal. C'était en 1971, et ce jeune homme avait alors 22 ans. Alors, il a depuis grandi, il est devenu maire en 1989, puis il a été réélu en 1995, en 2001, en 2008, en 2014 et en 2020. 52 années d'exercice municipal, dont 34 ans comme maire. Mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons ce soir rendre hommage à notre autre, monsieur Bernard Langouaner, le maire de Sieste. Bernard, avec son humilité légendaire, n'a pas souhaité monter sur scène, mais vous pourrez le trouver au milieu de la salle, salle bien évidemment qu'il connaît fort bien. J'en profite aussi pour rassurer mes opposants. Je n'ai pas pour objectif de battre le record de Bernard, que tout le monde soit ce soir rassuré. Au-delà de la personne de Bernard, il y avait une seconde raison qui m'a poussé à choisir ce lieu pour nous retrouver ce soir. Sieste est la plus petite commune de la communauté d'agglomération. On y décompte 138 habitants, 138 personnes qui font vivre ce village. Eh bien, ces habitants, ils ont droit à la même considération que ceux qui habitent dans les autres communes, à Dax ou à Saint-Paul. Ils sont des Grands Dacois à part entière. Ils font partie de notre identité et de notre ADN. Et en venant ici, nous avons voulu leur signifier l'attachement que nous leur portons. L'agglomération, c'est une communauté où chacun a la même importance. C'est une communauté de projets, une communauté de solidarité. Alors bien sûr, nous avons tous nos racines dans nos communes respectives, mais nous sommes aussi chacun une composante d'un même bassin de vie à l'avenir partagé. Car ne l'oublions pas, la concurrence entre les territoires est une réalité. Quand une grande entreprise doit choisir un lieu d'implantation, quand une famille doit choisir un lieu d'habitation, quand l'État doit arrêter un lieu d'installation, les territoires s'affrontent, y compris au sein d'un même département. Alors en face des ressources de Mont-de-Marsan, qu'elle tire de son statut de ville-préfecture, face aux atouts que le littoral tire de son positionnement géographique, le bassin de vie d'Aqua ne doit rester ni statique ni immobile, il doit anticiper l'avenir. C'est le sens du travail que nous avons élaboré en 2020 en travaillant à l'élaboration justement d'un réel et d'un vrai projet de territoire. Ce projet, adopté à l'unanimité des 57 élus du conseil communautaire, avait un parti pris, celui de dépasser les frontières de notre propre mandat, afin de dégager une perspective pour les 15 années à venir. Voir loin, fixer un cap, porter une véritable vision d'avenir, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Dès l'origine, nous nous sommes donc attaqués à un certain nombre de sujets structurants, car ils détermineront l'avenir de notre territoire. Notre action s'est ainsi tout d'abord portée sur le renforcement des infrastructures de transport et de communication. L'état de notre voirie est particulièrement dégradé.
Chacun peut le constater dans les villes-centres, mais cette réalité s'étend aussi à nombre de communes périphériques, je pense à Gourboura, à Tercis, à Sognac et à bien d'autres. Cette situation, elle affecte la qualité de vie quotidienne de nos concitoyens et elle pénalise la compétitivité des acteurs économiques. Nous avons donc choisi de faire de la voirie une véritable priorité budgétaire en augmentant de 40% les crédits dédiés à nos routes, rues et trottoirs. Il eût été souhaitable que l'ensemble des communes accompagnent ce mouvement, mais certaines l'ont refusé, soit parce que par le passé elles avaient été bien servies, soit parce qu'elles souhaitaient que tout euro supplémentaire octroyé à l'agglomération provienne en investissement sur leur propre territoire. Mais je le dis avec solennité, ça n'est pas cela l'agglomération. L'agglomération, ça n'est pas « je verse tant, je reçois tant ». L'agglomération, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers ou des égoïsmes locaux. L'agglomération, c'est penser le territoire de manière globale. C'est penser qu'un administré qui habite à Sognac va passer tous les jours par Naros et Dax pour rejoindre son lieu de travail et que son intérêt ne se limite pas à ce que l'on refasse le trottoir juste devant chez lui. Alors, sachant nous élever collectivement, sachant penser collectif, sachant regarder et privilégier l'intérêt général. En 2022, sous l'impulsion vigilante du vice-président Christian Carrère, nous avons refait 41 rues et routes. En 2023, nous maintiendrons cet effort et nous conserverons cette trajectoire durant toute la durée du mandat. Moderniser nos infrastructures de circulation ne se limite toutefois pas au réseau routier. Et alors même que l'identité landaise est consubstantielle au développement des pistes cyclables, notre propre bassin de vie en est singulièrement dépourvu. Nous allons donc y remédier. Y remédier non en finançant des tronçons épars et discontinus sur le territoire, mais en changeant réellement, c'est le cas de le dire, de braquet. Nous avons en effet décidé de lancer, il y a quelques mois, le projet de première grande piste cyclable du Grand Axe. Cet itinéraire fera 14 km et reliera Rivière, Angoumé, Metz et Saint-Paul-et-Dax. Cette piste non dacoise, je le dis pour ceux qui pourraient penser que tout se passe à Dax, cette piste, nous la voulons bucolique, traversant notre belle nature landaise. Elle sera donc amenée à traverser des milieux naturels. Des milieux naturels pour lesquels la réglementation nous impose de multiples études. Je ne peux, encore une fois, que regretter cette boulimie normative des administrations centrales qui confectionnent les textes présentés au Parlement, créant une situation où, entre le moment où on décide d'un projet et le moment où il se concrétise, il s'écoule un peu plus, encore en permanence, un peu plus de temps. Nous allons donc lancer les études en 2023. J'espère qu'on ne passera pas un temps déraisonnable, car nos concitoyens n'en peuvent plus des turiféraires de la règle qui regardent y compris les plus authentiques projets de développement durable. Vous le savez, vous en êtes convaincus, ça n'est pas ici qu'on menace la nature, ça n'est pas dans les Landes que l'on porte atteinte à l'environnement, ce n'est pas dans notre département que l'on pollue à tout va. Alors, l'évocation de cette inflation normative me donne toutefois l'occasion de rendre hommage aux représentants locaux de l'État. Sur notre dossier piste cyclable, nous avons la chance de trouver des interlocuteurs facilitateurs. Et c'est une chose tout à fait appréciable. Madame la préfète, je souhaite vous en remercier publiquement, tout comme je souhaite aussi remercier le sous-préfet de notre arrondissement, Thierry Baron, pour le concours quotidien qui est le sien. J'en profite d'ailleurs pour souligner que l'État est aujourd'hui le premier soutien financier de la communauté d'agglomération du Grand Axe. Voilà d'ailleurs une seconde raison de vous apporter, Madame la préfète, mes remerciements, tout comme je les adresse au département qui a cofinancé
3 de nos projets en 2022. Alors j'ai parlé des routes, j'ai parlé des pistes cyclables, mais je ne saurais évoquer le sujet des transports sans aborder la LGV du Grand Sud-Ouest qui va notamment nous permettre d'être mieux reliés à Toulouse et à l'est de la France. Il y a un an, le Grand Dax s'était prononcé contre le financement demandé, à savoir, je vous le rappelle, 23 millions d'euros révisables et actualisables en fonction de l'évolution du coût des travaux. Beaucoup d'entre nous avaient alors considéré qu'il n'était pas acceptable que nous payassions autant, alors même qu'il y a une quinzaine d'années, notre collectivité avait été pratiquement la seule collectivité landaise à mettre la main au portefeuille pour la LGV entre Bordeaux et Tours, et qui a profité bien évidemment à tous les habitants du département. Notre position de fermeté nous a conduit à renégocier notre participation à la baisse, puisque au final, nous verserons 10 millions d'euros de moins qu'initialement prévu, et que l'État s'est par ailleurs engagé par écrit à sanctuariser la gare de Dax comme un hub à grande vitesse. Alors, cette économie de 10 millions d'euros, elle est bien évidemment la bienvenue, elle nous permettra notamment de financer et de disposer les moyens de financer d'autres projets. Mais cette sanctuarisation de notre gare ne doit pas nous amener à nous reposer sur nos lauriers. C'est la raison pour laquelle nous continuons à investir dans le quartier de la gare. Et je suis heureux de pouvoir vous annoncer ce soir 3 bonnes nouvelles qui vont nous permettre de faire face à la congestion qui est constatée par tout le monde en termes de stationnement dans ce quartier. Tout d'abord, la ville de Dax vient d'ouvrir un parking de 36 places juste devant le siège de l'agglo. Un parking avec 30 minutes de gratuité. En avril prochain, la station de taxi sera déplacée afin de permettre la création de 19 places en arrêt minute. Et enfin, à l'été prochain, celui qui arrive là, cette année, 140 places supplémentaires seront créées par la société EFIA à l'emplacement de l'actuel parking de la gare, avec plutôt une vocation à destination des voyageurs. Donc vous le constatez, nous avons la volonté de faire du Grand Dax un territoire doté d'infrastructures de transport modernes, mais nous souhaitons aussi agir sur nos infrastructures de communication. Il y a quelques années, l'agglomération avait été avant-gardiste sur le déploiement du très haut débit. L'effort avait été malheureusement fortement ralenti. Nous avons donc décidé de renouer avec l'ambition numérique d'origine en investissant pour que d'ici 2024, d'ici fin 2024, toutes les habitations et toutes les entreprises de notre territoire aient accès à la fibre, et ceci y compris lorsque l'on réside dans une commune rurale. J'ai d'ailleurs bon espoir que cet objectif ambitieux soit atteint grâce au partenariat que nous avons noué, qui était déjà existant, avec le Grand Dax très haut débit. L'année qui s'est achevée a déjà permis de raccorder de nouveaux quartiers, mais elle a aussi vu l'arrivée de nouveaux opérateurs sur notre territoire, Bouygues, SFR, Free, qui proposent désormais leurs offres fibres en plus de celles qui étaient déjà proposées par Orange, ce qui introduit de la concurrence et de la diversité de choix sur notre territoire. Pas à pas, nous affirmons donc notre identité de territoire de plus en plus connectée. Par le déploiement de la fibre, mais aussi par le travail mené sur la conservation et la sécurisation des données. Là encore, il y a plusieurs années, le Grand Dax avait fait le choix de développer son propre data center. Ce data center, nous avons travaillé pour le perfectionner et le sécuriser, et il y a quelques semaines, nous pouvons nous en réjouir, nous venons d'obtenir la labellisation et la certification nationale. Cette reconnaissance de la sûreté de nos installations ouvre la voie à ce que toutes les entreprises qui le souhaitent, ou d'ailleurs toutes les administrations, comme va bientôt le faire l'hôpital de Dax, puissent faire héberger leurs données au sein de notre data center public, sécurisé et de proximité. La cybersécurité, nous le savons bien ici localement,
c'est un enjeu de tous les jours. À cet égard, il convient aussi de saluer l'ouverture récente à Dax de diverses formations d'enseignement supérieur, justement en cybersécurité. Il y a là une filière particulièrement prometteuse pour nos jeunes et, ça tombe bien, nous avons la volonté de faire le pari de la jeunesse, en lui offrant tous les atouts pour devenir une jeunesse qualifiée. Le Grand Dax agit ainsi au quotidien pour développer les filières d'enseignement supérieur. Depuis 2020, nous avons ainsi accompagné l'ouverture de 12 nouvelles filières de formation d'enseignement supérieur sur le territoire. Cela représente 427 nouveaux étudiants sur notre territoire. Ce chiffre, il a vocation à croître, car nous sommes en négociation avec de nouveaux opérateurs désireux de s'installer sur notre bassin de vie. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous devrons sans doute, plus tôt que prévu, travailler sur le dossier d'un véritable campus universitaire que nous avions identifié dans notre projet de territoire, initialement pour une perspective plus lointaine. Des infrastructures de transport modernisées, des infrastructures de communication consolidées, des formations d'enseignement supérieur diversifiées, notre action ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aussi travailler sur les équipements de demain qu'attendent nos concitoyens et qui sont aujourd'hui manquants sur notre territoire. L'un d'entre eux s'apparente un petit peu à l'Arlésienne de ces dernières années. Je veux parler de la construction d'un golf sur le Grand Dax. Quand j'ai pris mes fonctions, ce projet d'initiative privée porté avec, je dois le dire d'ailleurs, constance et détermination par le groupe FCHAR, était bloqué. Avec la sous-préfète de l'époque, nous avons œuvré en faveur de sa relance. Aujourd'hui, la phase d'enquête publique a été franchie, avec d'ailleurs le soutien de la population locale, et le projet entre dans sa phase opérationnelle avec l'examen des autorisations d'urbanisme pour un début des travaux envisagés au début de l'année 2024. Je parle bien évidemment sous le contrôle du représentant du groupe FCHAR ici présent, et je le remercie. Nous pouvons donc nous en réjouir et nos concitoyens bénéficieront, avec ce Golf 18 trous, d'une nouvelle offre de sport et de loisirs. Notre filière thermale, que nous soutenons par diverses actions de promotion, est en attente de cet équipement et va ainsi renforcer son attractivité vis-à-vis des curistes. Notre bassin de vie va également devenir plus attractif pour les touristes. Enfin, au-delà du golf en lui-même, ce sont près de 600 logements nouveaux qui vont être construits dans un cadre de verdure pour renforcer l'offre de logement de notre territoire. Naturellement, le projet n'est pas totalement bouclé, mais il avance et il sera l'une des clés de voûte de notre attractivité. Et puis, je pense que vous seriez tous déçus ce soir si je ne disais pas un mot de notre équipement qui relève, lui, plus directement des compétences de la communauté d'agglomération. Je veux parler de la salle de spectacle. Comme chacun le constate, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'accueillir ni des grandes manifestations culturelles, ni de grandes manifestations sportives d'intérieur, ni de salons à destination du grand public. L'attente de la population s'est exprimée dans plusieurs communes de l'agglomération lors des élections municipales, et elle a d'ailleurs été régulièrement relayée au sein du Grand Dax par les élus communautaires qui y siègent. Lors d'un premier vote, en incluant le projet de salle de spectacle à l'unanimité dans notre projet de territoire, lors d'un deuxième vote, en déclarant que ce projet disposait d'un intérêt communautaire, lors d'un troisième vote, en juillet dernier, en pleine crise ukrainienne, en approuvant la faisabilité du projet et la méthode de choix du site d'implantation. Cette méthode, elle visait, je le rappelle, à permettre à chaque commune de l'agglomération de proposer un site d'implantation pour cette salle, site qui serait ensuite évalué par un organisme, je le répète, extérieur
au Grand Dax, mais dépendant du département, je veux bien évidemment parler de la SATEL. Le travail a été conduit par la SATEL. Ce travail a été particulièrement argumenté et je souhaite d'ailleurs la remercier publiquement pour le sérieux de l'analyse rendue. Au final, le conseil communautaire a fait son choix, se prononçant, comme vous le savez, pour le site d'Aqua. Maintenant, nous allons travailler sur le contenu de cet équipement. Que contiendra-t-il précisément? Par exemple, y aura-t-il des vestiaires ou pas? Y aura-t-il des espaces de restauration? Y aura-t-il des loges pour les artistes? Y aura-t-il une salle de presse? Quel type de sièges ou de gradins avant le gratin seront préconisés? Comment traiterons-nous les abords de la salle? Avec du stationnement, avec de la végétalisation, avec les deux? Tout ceci doit faire l'objet d'une étude détaillée que nous allons confier à un cabinet spécialisé dans les prochaines semaines. Cette étude, vous comprenez bien qu'elle sera très importante. Sans cette étude, comment peut-on avancer un chiffrage précis de cette salle? Évoquer un coût de construction qui serait passé de 11 à 20 millions d'euros, ça n'a bien évidemment aucun sens. On ne peut pas chiffrer un projet dans le vide sans avoir dessiné l'intérieur, pas plus qu'on ne peut, par exemple, chiffrer une maison sans savoir ce qu'elle contiendra. C'est précisément cette tâche qui va nous mobiliser cette année. Nous allons dessiner le projet. Alors, nous disposerons d'un coût prévisionnel que les élus seront amenés à valider. Comme pour une maison, encore une fois, construire un nouvel équipement public obéit à des règles, à des points de passage obligés, à une méthodologie, et nous allons les respecter. Nous allons les respecter car nous voulons donner à cet équipement les meilleures chances de succès. Nous garderons à l'esprit là aussi que entre le lancement d'un nouvel équipement et son ouverture, il faut plusieurs années. À titre d'exemple, la première délibération concernant le centre aquatique Aquae datait de décembre 2009 et l'établissement a ouvert ses portes à peu près 10 ans plus tard, en 2020. Et en 2023, nous n'avons pas encore totalement fini de régler les dernières factures d'investissement. Donc, naturellement, si nous espérons quand même être plus rapides, cet exemple nous démontre que nous n'avons guère de temps à perdre si nous voulons qu'un jour, et c'est notre cas, ce projet devienne réalité. Vous l'aurez compris, je ne serai pas le président qui cédera aux sirènes du statu quo. Je souhaite plutôt être le président de l'action. Rénovation des routes, consolidation de la gare LGV, construction de la première grande piste cyclable du Grand Dax, généralisation du très haut débit, ouverture de nouvelles filières de formation, ouverture d'un golf de 18 trous, lancement d'une salle de spectacle. Le Grand Dax veut se donner les moyens d'avancer. Mais le rôle d'une agglomération ne doit pas se limiter à porter seulement des grands projets. Une agglomération, c'est aussi une communauté d'entraide, de solidarité pour les attentes du quotidien. Je pense à l'action que nous menons avec l'État pour renforcer la protection contre les inondations. Je pense à l'action qui est la nôtre pour les transports en commun. Nous sommes la gouvernance qui a décidé de la gratuité des bus pour les jeunes. Et nous sommes la gouvernance qui a décidé de faire arriver les bus dans toutes les communes de la communauté d'agglomération, même les plus excentrées, par le biais du Couralin Plus. Sur ce point, néanmoins, et comme l'a indiqué notre vice-président en charge des transports, les résultats de fréquentation sur certaines lignes ne sont pas au rendez-vous et il nous faudra évaluer tout cela. Je pense aussi à la politique que nous développons en faveur du maintien à domicile des personnes dépendantes grâce à notre CIAS. Je pense à notre politique de soutien au logement social à travers nos aides directes et nos garanties d'emprunt. Je pense aux aides que nous apportons au centre de loisirs du territoire, dont la fréquentation est exponentielle. Je pense aux aides que nous apportons directement aux communes pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments ou celles que nous versons au tissu économique local.
Je pense aux espaces France Service que nous avons mis en place dans toutes nos communes de manière itinérante afin que l'administration se déplace au plus près de nos concitoyens et notamment les moins mobiles. Tout ceci, bien évidemment, ça n'est pas le fruit du travail d'une seule personne, mais celui de toute une communauté. Je remercie ainsi chacun des vice-présidents et conseillers communautaires délégués pour leur implication dans leur mission. Je souhaite remercier aussi les 493 agents du Grand Axe qui agissent au quotidien avec, et c'est important de le représenter, le sens du service aux autres. Merci à Cyril Lemaître, notre nouveau directeur général des services qui nous a rejoints en septembre et qui manage tout cela avec efficacité, tel un général peut-être, avec l'appui de notre directrice générale adjointe Mayalène Nouguet et aussi de notre directeur général des services techniques Laurent Victorin. Alors j'en arrive, ça y est, soyez rassurés, à ma conclusion qui sera en forme de constat. Le territoire du Grand Axe est aujourd'hui en pleine mutation. Il gagne des habitants, 1100 habitants supplémentaires en un an, et il gagne, je l'ai dit, des étudiants, 427 étudiants supplémentaires avec 12 nouvelles filières de formation depuis 2020, et il gagne en entreprise puisque nos ZAE arrivent à saturation. Il porte de grands projets structurants qui vont améliorer notre vie quotidienne. C'est donc un nouveau pôle d'attractivité qui est en train de naître et que nous sommes en train de bâtir au cœur du Sud-Ouest. Nous savions que nous avions une histoire, nous savons désormais que nous avons un avenir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous. Merci beaucoup.